donc de ces deux migrations, il y a aussi des migrations en provenance du Proche-Orient. Donc, ce qui a expliqué la position de Makka à côté de Palestine, à côté de l'Irak, etc. Donc, à côté des groupes, des populations proche-orientales. Et avec le thé que je vous ai montré dans la dernière présentation, en fait, il y a des apports en provenance de l'Europe et que ces apports-là datent d'une époque épipaléolithique entre 26 000 ans, 26 000 ans, 10 000 ans, etc. Voilà, j'ai fini avec cette présentation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous sont les bienvenus. Une question très simple. Est-ce que cette diversité de l'ADN, cette mosaïque, est-ce qu'elle influe sur la personnalité? C'est des polymorphismes. En fait, je vous réponds simplement, c'est que l'ADN, il y a des variations au niveau de cet ADN. Il y a des variations qui sont pathologiques, ça crée des pathologies, mais il y a des variations qui sont non pathologiques, ça crée des polymorphismes, ce qui fait que vous, c'est vous, et moi, c'est moi. Donc, c'est la différence. Et après, donc la question qui se pose même, est-ce que entre les criminels, est-ce que c'était pas dans leur gène? Est-ce que ça, il y a aussi l'aspect héréditaire, mais aussi l'aspect environnemental qui joue énormément dans la personnalité, dans le caractère de l'individu, sa formation, sa culture, etc. Donc tout ça, c'est tout un ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que les variations pathologiques, ça donne des maladies. Donc ça, si vous me dites des maladies, je dis oui, ça c'est sûr. Une mutation sur le plan, le reste, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, tout ça, c'est des polymorphismes. Voilà. Juste une petite remarque, le thème choisi sur lequel a réfléchi énormément, c'est être tunisien. Et on a voulu commencer par des données scientifiques sur les Tunisiens. Comme ça, c'est déjà presque une réponse à tout le reste du cycle. C'est quoi être tunisien? Ça, c'est déjà à partir d'une population pour savoir ce que c'est qu'un Tunisien. Le Tunisien, c'est une mosaïque. Le Tunisien, c'est une mosaïque. Voilà. Donc, de plusieurs rapports. Notre riche patrimoine, donc les civilisations, en fait, là, on est à cheval entre l'histoire et le côté moléculaire, le côté ADN. Donc, on est ensemble. Donc là, avec les différentes civilisations qui sont passées sur la Tunisie, ils ont laissé leurs traces dans notre patrimoine génétique qu'on a essayé de le retrouver avec l'ADN. Donc ça, c'est ancré dans nous, ça laisse des traces, des empreintes. On parle maintenant d'empreintes génétiques carrément. Maintenant, on parle beaucoup d'identité et ils veulent qu'on soit seulement arabe. Donc, certains, oui, bon, quand je dis donc tu laisses donc là, il faut que Haja Kimahaka, donc... Je vais remettre comme ça, on garde la dia de la composante. Avec donc la on mosaïque. peut le répondre avec la science, en fait. Ben oui, on est des alliés de la science, on est un mélange. Voilà. Ça m'arrive juste ça. On va garder ça devant nous, comme ça. Donc là, vous voyez les trois composantes, en fait. Donc ça veut dire quoi, trois composantes? En fait, il y a des individus, toute la population qui vivent depuis des années ensemble sur plusieurs générations. Chacun est venu, son ancêtre, il est venu d'une autre région. Il est venu de quelque part, voilà. Il y a ceux qui étaient déjà en Afrique du Nord, leur ancêtre, le U6, là, il est né en Afrique du Nord. Les autres, ils sont venus du Proche-Orient ou de l'Afrique subsaharienne, plus récemment de l'Afrique subsaharienne. Une dernière question et je laisse la parole. Justement, pour la composante subsaharienne, on n'a pas beaucoup de gens qui ont la peau noire, donc je me pose la question là. Donc, ils ont des yeux verts et bleus et ils sont très beaux. Hein, mais bon, j'ai eu cette question même en France. C'est la couleur de la peau. Tout à fait, j'ai eu cette question. En fait, sur le terrain, c'était moi qui ai collecté les échantillons de la région de Makka. J'en ai pris aucun noir. Dans mon échantillonnage, j'ai les photos, j'ai tout ça. Oui, bien sûr, c'est possible. En fait, les gènes, le L, le L3, alors, les Blancs, les Européens,
les régions nordiques, tout ça, ils sont issus de l'Afrique subsaharienne. Ils sont blancs, ils sont jaunes, ils sont... Ouais, vous voyez, ils ont un ancêtre en Afrique. Donc c'est ça, c'est... En fait, moi j'ai été contactée par des rhumatologues tunisiens qui travaillaient sur la maladie de Behçet. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une maladie très particulière qui vient apparemment d'Asie, beaucoup plus loin que le Proche-Orient justement. Hein. Et eux voulaient voir à travers les routes commerciales comment elle avait pu venir dans un pays comme la Tunisie. Et je leur avais fait les cartes des routes commerciales qui leur ont montré... La route du soie, la route des épices. J'ai établi tout le réseau routier commercial international depuis au Moyen-Âge. Hein, déjà. Eh bien, vraiment, en lisant la carte des routes, on s'aperçoit très bien comment les maladies se déplacent. Les mutations se déplacent. C'est une maladie qui est presque spécifique de l'Asie orientale, même pas centrale. Et c'est une maladie qui s'est déplacée. Mais quand je vous écoutais, en même temps, je vais vous dire, j'ai fait un cours sur l'histoire de la Tunisie, dans lequel j'ai montré justement cette importance du métissage. Et je sais que certaines personnes n'ont pas accepté. J'ai fait des cas pour chaque groupe de période historique en montrant comment la population tunisienne s'est constituée. C'est-à-dire qu'à chaque moment, et ça, écoutez, on peut le faire pour n'importe quel pays. Ce qui est très important à démontrer, c'est qu'il n'y a pas de race. C'est ce mot que j'exècre. Il m'a poussé, si vous voulez, à faire ça. Parce que quand j'étais au lycée, quand j'étais à l'école primaire, le premier chapitre du livre de géographie s'appelait les races. Et c'était un mot qui m'avait beaucoup frappé, parce que bon, j'étais petite, qu'est-ce que c'est que ça? Et on nous divisait en races blanches, jaunes, noires. C'était vraiment, c'est un non-sens historique. On peut faire l'histoire de n'importe quel pays, et on montrera, rien que sans aller aux populations proto-historiques, hein, sans aller à ces squelettes-là, on peut montrer qu'il n'y a pas de race pure. Dieu merci. Oui, en même temps. C'est-à-dire qu'en réalité, l'identité, ce n'est pas seulement l'identité physique, telle que vous l'avez démontré à partir de l'ADN. L'identité, c'est aussi ce qu'on considère comme héritage. C'est-à-dire les marqueurs par lesquels on considère qu'on est tunisien. Vous voyez? Et ces marqueurs, moi j'insiste sur autre chose, c'est que l'identité c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc figé. Hein? Ce n'est pas une donnée figée, c'est un ensemble de marqueurs qui font qu'on se sent tunisien, je ne sais pas moi, européen, français, etc. Et ça, je crois que c'est très important. Il faut arrêter de dire que l'identité c'est ça et basta. Et si on ne dit pas ça, on est à côté. Non, parce que c'est autre chose que l'identité. Parce que ça, c'est très bien, on ne peut rien dire. Mais se considérer comme tunisien, c'est, par exemple, sentir qu'on a une histoire, un pays, un endroit, et même à l'intérieur de ce pays peut-être un lieu, hein, si on veut vraiment réfléchir, c'est un autre sens. Mais bon, un pays, c'est également un ensemble d'héritage immatériel qui est transmis de père en fils et de mère en fille dans toutes les familles. Ça fait partie. Et puis, d'autre part, dans un pays comme le nôtre, qui est un tout petit pays, qui a connu plusieurs strates historiques, il y a une partie de l'histoire orientale, arabe et islamique, dans laquelle on est aussi.
C'est pour ça que je dis l'appartenance, c'est tout ça. C'est de dire qu'on est effectivement, en partie au moins, on doit, ce n'est pas possible, de fonder par exemple son histoire sur l'histoire locale seule. Hein? Notre histoire, elle est faite d'histoire locale et elle est faite d'histoire plus large. L'Empire arabe, l'Empire turc, on a été dedans. Les Romains, même, les Romains, c'est parler. J'enchaîne sur ce que Mme Chapoutot vient de dire. Finalement, on n'est pas sorti de l'auberge. Génétiquement, on est. D'autre part, culturellement, si on parle de problème culturel, là aussi c'est une diversité. Donc le Tunisien, c'est aussi un point d'interrogation, après ce que la vient de dire, c'est appartenir à quelque chose culturellement et sentimentalement et tout cela. Ça. Ma question, mes deux petites questions. La première, est-ce que elle parlait des races. Pour les races, est-ce que la génétique a trouvé à 100% un gène, par exemple, pur? Est-ce que si on pousse un peu la génétique, est-ce qu'on arrive au niveau des recherches préliminaires ou bien est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose de 100%, un ADN à 100%, tel type d'ADN? La deuxième chose, est-ce qu'il y a eu des études, si vous ou bien l'assistance connaît, d'une correspondance entre, enfin, parce que c'est complémentaire, la génétique et puis la physionomie, l'ossature, l'ossement, la forme, ainsi de suite. Parce que là, c'est un autre domaine qui pourrait être enrichissant à la génétique, un peu à la génétique. Donc les deux phénomènes associés ensemble, on arrivera peut-être à trouver une typologie de race et dire, voilà, je parle maintenant scientifiquement et non pas culturellement. Là, D'accord. Alors, je voulais aussi confirmer ce qu'a dit Madame avec pour la race en génétique des populations depuis des années maintenant, les études universitaires, le mot race a été éliminé. Donc, quand on a commencé nos études d'ontogénétique, tout ça, et ce qu'ils nous ont dit, que au Moyen-Âge, on utilisait, dans le XVIIIe siècle, on utilisait le terme race, mais on n'a plus le droit maintenant. Vraiment, on est pénalisé hein, si on écrit le mot race dans un article scientifique ou dans une conférence scientifique, si on parle de terme de race. Alors la question qui se posait, alors comment on va dire pour les noirs, les blancs et tout ça, comment on va les nommer? On parle d'ethnie. Un groupe ethnique, une population subsaharienne. Moi je n'utilise pas le terme noir par exemple. Je dis une population subsaharienne, une population caucasienne, une population asiatique, etc. Donc c'est des populations. Donc le terme race, il n'est plus explicite. Et vraiment pénalisé, hein, on est pénalisé, c'est pas, ça ne joue pas avec les termes maintenant. Alors, votre deuxième question concernant la physionomie et le rapport entre le gène. Donc, non, je réponds, il y a les gènes purs. Voilà, vous parlez des gènes purs. Alors, il y a eu en fait, c'était les équipes juives qui, en génétique des populations, voulaient montrer, donc c'est la race pure, voilà, Charles de Montel, etc., tout ça. Donc c'est des mentalités aussi dans les chercheurs, même à de haut niveau, ils cherchent à démontrer la race pure de la population juive. Donc ils ont montré que c'est vrai que pour certains, il y a des spécificités. Ça ne veut pas dire, c'est comme si, hein, on a 18 séquences spécifiques à Maktab. Ça ne veut pas dire que Maktab c'est une ethnie pure ou population pure, non, il y a aussi un mélange. Mais en fait, dans chaque population, il y a une certaine spécificité. Vu qu'ils ont occupé une aire géographique depuis des années et des années, il y a eu des modifications et des variations locales. D'accord? Ces variations locales qui sont différentes des variations locales en Europe, des variations locales au Proche-Orient, etc. Et donc là, cette étude-là, ça m'a frappé parce que c'était mes premières lectures en génétique, c'était de voir un peu, et surtout hein, avec le lobby juif, avec la pression, on les voit dans les grands journaux américains et tout ça, la race pure, donc tout ça. Et après, on découvre
récemment, il y a 3 ans peut-être, donc il montre la même équipe qui a montré que c'était des gènes purs, qu'il y a des gènes identiques aux Arabes du Quds.